Sophie, elle est chercheuse donc au sein de l'équipe chimie-électrochimie des matériaux à l'Institut Jean Lamour. Elle est spécialiste en électrochimie depuis plus de 20 ans. Elle possède également une quinzaine d'années d'expertise en ionométallurgie, pardon, terme qui sous-entend tout ce qui touche aux solvants dont elle va nous parler. Voilà, qui est complémentaire de l'hydrométallurgie. Donc les solvants liquides ioniques, les eutectiques profonds ou pas profonds, puisqu'en ce moment on a une belle question sur ce sujet. Donc elle a son doctorat depuis 2002. 2005, elle a travaillé à Polytech Savoie où elle a étudié notamment les liquides ioniques. Elle a intégré l'Institut Jean Lamour en 2006 avec des thématiques sur l'électrodéposition de matériaux thermoélectriques, notamment dans les liquides ioniques. Puis, en 2009, des travaux sur la partie ionométallurgique, sur le recyclage des déchets électriques et électroniques, pardon. Tantal, l'or, le palladium. Voilà, donc vous l'avez tous compris, une spécialiste d'électrochimie et de tout ce qui s'y passe. C'est d'ailleurs le sujet et l'intitulé de sa présentation aujourd'hui. Elle nous fait le plaisir d'avoir répondu présent et la présentation qui va porter sur le couplage électrochimique et ionométallurgique pour le recyclage des métaux précieux. Et ben Sophie, je te laisse la parole et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette introduction. Donc là, par rapport à Maxime, on va dégringoler de TRL. Donc là, on est plutôt sur du 1 ou du 2. Enfin bref, on est sur plutôt de la preuve de concept en laboratoire. Donc comme l'a dit Emmanuel, moi, j'appartiens à l'Institut Jean Lamour, qui est une unité mixte de recherche de l'Université de Lorraine et du CNRS, qui est située donc en Lorraine, principalement à Nancy, mais pas que, puisque je fais partie d'une petite équipe Messine, qui est composée de 8 permanents, 6 enseignants-chercheurs et 2 ingénieurs de recherche. Donc, nous sommes des électrochimistes et des hydrométallurgistes. Nous avons 2 thématiques de recherche principales. Tout d'abord, la valorisation de métaux contenus dans la mine urbaine ou dans les déchets industriels, ce qui va nous occuper donc aujourd'hui, avec différents types de technologies, dont l'ionométallurgie, donc, dont je vais vous parler. Et puis, une deuxième thématique sur l'électrodéposition de films et de nanostructures. Alors, je vais dire d'abord quelques mots sur l'électrométallurgie. Donc, l'électrométallurgie, c'est une science qui date pas d'hier. Donc, on a des premiers travaux qui commencent à la fin du 19e siècle. Donc, c'est la science qui étudie la production et le traitement de métaux au moyen de l'électricité. Donc, c'était une des premières définitions les plus anciennes que j'ai pu trouver, avec des applications industrielles qui sont bien connues, comme une des principales qui est la production d'aluminium, par exemple, depuis la fin du 19e siècle. Donc, j'ai retrouvé quelques images d'archives. Donc, fin du 19e siècle, 1886, le brevet de Paul Héroult, avec ici une image donc, qui date de 1890 de la société qui a été montée par Paul Héroult en Savoie, la Société électrométallurgique française. Vous voyez ici donc les premières cuves pour l'électrolyse de l'aluminium. Puis une autre application que tout le monde connaît bien, c'est l'électro-raffinage du cuivre, avec pareil des brevets qui sont très anciens. Donc encore une photo d'archives. Cette fois-ci, c'est une usine donc allemande, la Norddeutsche Affinerie à Hambourg. Donc une photo qui date du tout début du XXe siècle, où on voit des cathodes de cuivre affinées. Donc cette société allemande, elle est devenue aujourd'hui Aurubis, qui est une société donc qui est spécialisée notamment dans l'électro-raffinage du cuivre et qui a implanté récemment une unité d'électro-raffinage en lien avec le recyclage au centre de recyclage de Lünen en Allemagne. Donc ce centre de recyclage, eh bien, il permet de produire 210 000 tonnes de cathodes de cuivre pur à partir de divers déchets métalliques, donc des déchets de production ou bien encore des déchets type déchets électroniques par exemple. Donc on a des anodes de cuivre qui sont obtenues par traitement pyrométallurgique qui sont ensuite purifiées par électro-raffinage pour donner du cuivre pur, donc à partir de déchets. Donc, on le voit, l'électrométallurgie, en fait, lorsqu'elle est appliquée au recyclage, elle arrive généralement en fin de procédé. Donc, par exemple, pour l'électro-raffinage du cuivre, mais on peut citer également donc la récupération du zinc, donc le zinc qui va être lixivié dans un mélange, qui va être récupéré in fine par électrodéposition. Et donc, c'est généralement des procédés qui arrivent une brique qui arrive en fin de procédé. Alors nous, on a essayé d'avoir une autre approche au niveau du laboratoire, c'est de remonter un petit peu en tête de procédé
et d'utiliser l'électrolyse pour coupler de l'électrolixiviation à de l'électrodéposition, idéalement dans un réacteur unitaire. Donc, c'est des travaux qui ont lieu depuis une bonne vingtaine d'années maintenant dans l'équipe. Donc, l'idée, c'est d'utiliser un déchet brut que l'on va soit électrolixivier de manière directe en le portant en anode. Donc, bien sûr, ça suppose d'avoir un déchet conducteur. On va pouvoir assister cette lixiviation électrochimique comme la lixiviation chimique avec la présence d'un complexant. Et donc, ensuite, on va pouvoir récupérer le métal à la cathode. Un autre type de couplage peut être une lixiviation chimique assistée par électrolyse. Dans ces cas-là, on va électrogénérer le réactif lixiviant. Par exemple, ici, lésion H+, par oxydation de l'eau, ou encore lésion fer3. Donc, ça peut être utilisé lorsqu'on a un déchet qui est, par exemple, non conducteur ou qu'on ne peut pas mettre en forme pour en faire une anode. La sélectivité de ce type de procédé, elle va pouvoir être atteinte soit lors de l'étape de lixiviation, soit lors de l'étape d'électrodéposition. Et au sein du laboratoire, donc, elle a été mise en œuvre, notamment en milieu aqueux par Éric Meux et Nathalie Leclerc, en milieu aqueux donc, pour la valorisation notamment du nickel et du cadmium dans des black mass d'accumulateurs nickel-cadmium ou encore dans des black mass de piles alcalines pour la valorisation du zinc principalement. Et puis, il y a eu également aussi la valorisation du zinc dans des oxydes Belz. Alors, le problème du milieu aqueux, c'est qu'on n'a pas accès à l'ensemble de la classification périodique et notamment en raison de la stabilité électrochimique limitée de l'eau, puisqu'on va avoir à l'anode l'oxydation de l'eau en réaction secondaire et à la cathode la réduction de l'eau. Donc, cette stabilité électrochimique limitée, elle ne permet pas d'avoir accès pour cette technologie à un certain nombre d'éléments. Par exemple, on ne peut pas électrodéposer dans l'eau des alcalins ou des alcalinotéreux ou encore des terres rares. Et on a des difficultés pour lixivier les métaux nobles, mis à part en utilisant des complexants qui ne sont pas forcément très, très sympathiques, comme des cyanures par exemple. Par ailleurs, il y a certaines espèces métalliques qui sont peu solubles en milieu aqueux, notamment des métaux d'intérêt comme le tantale. Donc, le tantale est très peu soluble en milieu aqueux. On peut aussi penser à l'étain 4, qui va précipiter en milieu aqueux et donc qui est très difficile à utiliser, en tout cas à maintenir en solution. Donc, dans ces cas-là, on pense à un changement de solvant et on va pouvoir se tourner, par exemple, vers la ionométallurgie. Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui, donc d'associer cette électrométallurgie à la ionométallurgie. Alors, l'ionométallurgie, c'est un terme qui est beaucoup plus récent que l'électrométallurgie. Donc, l'ionométallurgie, on a une première définition dans les années 2010, qui est l'utilisation, c'est plutôt le traitement ou la production de métaux par des liquides ioniques, en utilisant des liquides ioniques. Et puis, au fur et à mesure des années, ça s'est élargi à ce qu'on appelle les solvants eutectiques profonds, donc au fur et à mesure des applications de ce type de solvant. Et donc, je vais commencer par vous présenter ces deux types de solvants qui sont utilisés en ionométallurgie. Alors, les liquides ioniques, pour commencer. Donc, les liquides ioniques, c'est des sels fondus à basse température de fusion. Alors, il n'y a pas vraiment de consensus sur la valeur de la température de fusion. Certains disent moins de 100 degrés, d'autres la température ambiante. Donc, ce sont des sels fondus, en tout cas, à basse température de fusion. Et cette basse température de fusion, elle est liée au fait que vous avez des ions qui sont volumineux et donc de faibles interactions entre le cation et l'anion et qui amènent donc une basse température de fusion. Les liquides ioniques, ce n'est pas quelque chose qui est finalement très récent, puisque le premier liquide ionique a été découvert par Walden en 1912. C'est juste qu'il y a eu un engouement pour ce type de solvant dans les années 2000, du fait notamment, j'en parlerai un petit peu plus tard, de leur très faible tension de vapeur. Donc, quelques exemples de liquides ioniques. Les liquides ioniques qui vont associer généralement un cation organique, très souvent un ammonium quaternaire, qui va être aromatique ou non, cyclique ou non. On peut avoir aussi des ions phosphonium, des ions sulfonium. Et on va associer généralement un anion volumineux, si on veut une faible viscosité. J'en reparlerai un peu plus tard. Donc, ce bisfluorométhyl sulfonyl amidure que vous avez ici. Mais on peut également y associer des anions inorganiques assez classiques. Donc, on voit qu'on a une infinité de combinaisons possibles, ne serait-ce que parce que déjà, on a plein d'anions et de cations que l'on peut associer ensemble, mais également parce qu'on peut moduler ici la chaîne alkyle portée par le cation.
Et on peut également faire des mélanges de liquide ionique. Donc là, on voit qu'on a accès finalement à quelque chose qui est quasiment infini en termes de composition. Donc c'est ce qui a fait que les liquides ioniques ont connu un très grand essor dans la recherche académique depuis le début des années 2000. Donc ces propriétés modulables et, comme je le disais tout à l'heure, une très faible tension de vapeur, donc un aspect un peu chimie verte. Ils sont quasiment ininflammables, je dirais pas non inflammables, mais quasiment ininflammables, assez peu corrosifs en général, et ce sont de bons conducteurs ioniques. Donc c'est ça, ça va nous intéresser particulièrement pour faire de l'électrolyse, puisqu'il nous faut forcément un milieu conducteur. Et ils ont généralement une grande stabilité chimique, électrochimique et thermique. Alors moi, je ne parlerai pas de chimie verte, je n'aime pas trop ce terme-là quand on utilise des liquides ioniques, je parlerai plutôt de chimie douce, et puis avec un aspect peut-être de sécurité industrielle par opposition à des réactifs corrosifs, inflammables, etc. Alors le principal problème, un changement d'échelle pour ces liquides ioniques, c'est leur coût, puisque si vous voulez travailler avec un liquide ionique actuellement, vous vous en sortez à entre 500 et 5000 euros le kilo en fonction de la complexité, on va dire, du solvant que vous voulez utiliser. Donc, on va dire que pour l'instant, pour une utilisation, voilà, si on veut faire un changement d'échelle sur un procédé, on a intérêt à s'intéresser à quelque chose de valorisable, donc des métaux à haute valeur ajoutée, pour la partie électrométallurgie. Donc ça va être soit des métaux qui ont une valeur économique élevée, ou alors des éléments qui vont être stratégiques ou critiques. Les solvants eutectiques profonds, maintenant, alors les solvants eutectiques profonds, une première définition a été donnée par Andrew Abbott en 2003. Qui a remarqué que, en fait, on pouvait obtenir, en mélangeant des sels d'ammonium quaternaire avec de l'urée, des mélanges qui étaient liquides à température ambiante, alors que ces deux composés, initialement, sont des températures de fusion plutôt élevées, et qu'ils avaient des propriétés relativement intéressantes. Et par ailleurs, ils avaient un côté chimie durable, ils étaient biodégradables, et puis l'intérêt par rapport au liquide ionique pour le chercheur académique, ou même l'industriel, c'est d'avoir quelque chose qui se base sur des composés qui sont déjà commercialement disponibles. Et ça, c'est un vrai atout, on va dire, au démarrage. Donc, les solvants eutectiques profonds, ils peuvent être préparés donc, en mélangeant en fait, un accepteur de liaison hydrogène, comme par exemple le chlorure de choline, avec un donneur de liaison hydrogène, comme l'urée, donc les deux ayant un point de fusion élevé. Et pour une certaine proportion, on obtient un mélange eutectique avec un bas point de fusion. Donc, ce mélange eutectique, pourquoi on appelle ça un solvant eutectique profond? Eh bien, le terme profond, en fait, il vient du fait que pour le point eutectique, la température de l'eutectique est inférieure à ce que l'on peut calculer avec les modèles de la thermodynamique pour un mélange idéal. Donc, on a généralement des températures de fusion qui sont relativement basses et bien inférieures à la température ambiante pour un certain nombre de composés, de solvants. Et donc, on va les utiliser, on va pouvoir utiliser des solvants qui vont être liquides à température ambiante dans une gamme de compositions différentes entre les deux composants. Alors, en fait, on va rarement les utiliser à l'eutectique. Donc, quand on trouve le terme solvant eutectique profond, c'est un abus de langage très souvent, parce qu'en fait, on va simplement vouloir utiliser un mélange qui est un liquide à température ambiante, généralement, ou qui a un bas point de fusion, et on va tourner en général autour de la composition eutectique. Alors, quel type de composés on va trouver dans ces solvants eutectiques? On va trouver des donneurs de liaison hydrogène, les plus courants étant l'éthylène glycol ou par exemple l'urée, et des accepteurs de liaison hydrogène comme le chlorure de choline ou encore la bétaïne. Certains composés comme l'acide citrique ou encore la proline peuvent jouer le rôle soit d'accepteurs, soit de donneurs de liaison hydrogène. On a un aspect un petit peu vert avec ce qu'on appelle les NADES, donc les Natural Deep Eutectic Solvents. C'est un terme qui est apparu il y a une dizaine d'années. Donc ces solvants eutectiques profonds sont basés sur des composés biosourcés. Et puis, on a une catégorie aussi un petit peu à part qu'on retrouve dans la littérature qu'on appelle les HDES pour Hydrophobic DES, puisque très souvent, en fait, les mélanges, donc ces solvants eutectiques profonds, sont généralement plutôt hydrophiles que hydrophobes. Donc, voilà, il y a eu un développement, notamment pour des applications en extraction liquide-liquide, de DES hydrophobes. Donc, on voit encore une fois qu'on a une infinité de combinaisons possibles avec des proportions notamment variables et donc des propriétés modulables.
Alors maintenant que je vous ai présenté ces deux types de solvants, je vais passer à le couplage possible entre l'électrométallurgie et la ionométallurgie. Je commencerai d'abord avec une comparaison des deux solvants, on va dire, sur le papier, et ensuite deux exemples d'applications qu'on a pu avoir donc au laboratoire. Donc j'aime bien partir de ce schéma, je trouve qu'il est relativement parlant. Donc c'est un schéma qu'on trouve dans un schéma récapitulatif qu'on trouve dans un article des techniques de l'ingénieur sur les solvants eutectiques profonds. Donc il récapitule un certain nombre de propriétés, il permet de comparer un petit peu ces solvants. Donc on a des points communs, bien sûr, on a donc des solvants qui sont liquides dans une large plage de température, notamment à température ambiante très souvent, ils sont faiblement volatiles, ajustables, donc modulables, relativement stables, et surtout en électrochimie, ce qui va nous intéresser, c'est qu'ils sont capables de solubiliser des composés donc organiques, peu importe pour nous, hein, mais inorganiques, puisqu'il va falloir qu'on solubilise des composés métalliques. Et puis, autre chose, eh bien, donc les liquides ioniques et les solvants eutectiques profonds, par nature, ils ne sont pas identiques, puisque les liquides ioniques sont composés uniquement d'ions, hein, ils sont préparés à partir d'un cation et d'un anion, alors que les solvants eutectiques profonds, on peut avoir des solvants eutectiques profonds qui ne sont absolument pas ioniques, puisque préparés avec des composés moléculaires. Alors, pour faire de l'électrochimie, il nous faut des conducteurs. Hein, donc, typiquement, on va utiliser, pour les liquides ioniques, il n'y aura pas de problème, mais pour les solvants eutectiques profonds, on va choisir un solvant eutectique profond qui contient des ions. Il nous faut aussi une bonne stabilité électrochimique, c'est généralement le cas pour les deux types de solvants, et il nous faudrait une viscosité plutôt basse. Or, ces solvants ont une viscosité élevée, plus ou moins. Hein. Dans le meilleur des cas, vous avez quelque chose qui est 10 fois plus visqueux que l'eau, donc 10 millipascales seconde. Et dans le pire des cas, vous avez plusieurs milliers de millipascales seconde, autant dire que pour faire de l'électrochimie, ce n'est pas forcément simple. Donc après, ce qui intervient aussi dans la comparaison entre les deux, qui pèse plutôt dans la balance pour les solvants eutectiques profonds, c'est le coût. Donc un solvant eutectique profond, ça va être moins coûteux qu'un liquide ionique de manière générale. Et puis, il y a aussi l'aspect toxicité. Il est relativement bien établi que les DES sont moins toxiques et ont une meilleure biodégradabilité que les liquides ioniques. Alors moi, j'ajouterais à ces considérations que ce qu'on va utiliser comme DES pour faire de l'électrométallurgie, généralement, c'est des DES qui sont hydrophiles. Donc, on va avoir une hygroscopie assez élevée, hein, ce qu'il va falloir... donc, il va falloir la maîtriser, donc maîtriser la teneur en eau. Et on a une stabilité à long terme qui est assez modérée par rapport à des liquides ioniques qui vont être plus stables chimiquement et thermiquement. Et dans le cas des liquides ioniques, on peut avoir de bons électrolytes qui sont hydrophobes, donc on va pouvoir s'affranchir totalement de la présence d'eau, totalement ou quasiment de la présence d'eau. Donc, je vais passer maintenant à deux exemples. Donc là, on va repartir un petit peu dans le passé. Le premier exemple, c'est la récupération de nanoparticules, enfin du platine, hein, qui est contenu dans les électrodes de piles à combustible. Donc, c'est des nanoparticules de platine. Donc, c'est le travail de thèse de Maxime, qui était donc l'orateur précédent, qui a fait donc un bon bout de chemin depuis, et en collaboration avec Emmanuel Billy du LITEN. L'objectif était d'utiliser les électrodes de piles à combustible pour faire la lixiviation électrochimique du platine, puisqu'on a là typiquement un déchet conducteur. Donc, en présence d'un élément complexant du platine, parce que le platine est un métal noble, donc il va falloir favoriser sa dissolution par l'ajout d'un complexant pour abaisser le potentiel standard du couple métallique, et de récupérer le platine par électrodéposition à la cathode. Alors, le cahier des charges de l'électrolyte, pour faire de l'électrochimie, on va essayer d'avoir la plus faible viscosité possible. On va devoir trouver un anion coordinant du platine qui a une bonne stabilité anodique. Donc, on a parcouru un certain nombre d'anions qui se trouvent ici. Et puis, un cation qui a une bonne stabilité cathodique de manière à limiter la dégradation du solvant. Et puis, donc c'est pour ça qu'on est parti sur des cations imidazolium qui avaient plutôt de bonnes propriétés, bonne stabilité cathodique et qui conféraient plutôt une faible viscosité au milieu. Alors, il s'est avéré qu'en fait, il y avait uniquement l'anion chlorure qui permettait de lixivier électrochimiquement le platine. Donc, on a travaillé au départ sur du platine massif pour optimiser effectivement ce mélange. Lixiviation du platine possible à partir d'une température d'environ 80 degrés.
Alors, la problématique qui a été avérée dans ce travail, c'est que si on utilise en fait un complexant, on va faciliter la lixiviation puisqu'on abaisse le potentiel standard du couple du métal, mais on va rendre la déposition difficile. Et donc, on arrivait bien à lixivier, mais on n'arrivait pas à électrodéposer. Donc, on a été obligé finalement de trouver un compromis entre une lixiviation, faciliter la lixiviation et permettre la déposition. Et on s'est orienté vers des mélanges de liquide ionique. Donc, on a gardé ce liquide ionique complexant, l'imidazolium chlorure, et on l'a mélangé, en fait, on l'a mis en solution dans un liquide ionique diluant qui est composé du même cation, mais d'un anion organique, donc l'anion bistrifluorométhylsulfonylamidure. Donc, cet anion, il va permettre d'avoir en fait un solvant qui a plutôt une faible viscosité, un bas point de fusion, contrairement à son homologue en chlorure. Il est peu hygroscopique, il a une bonne conductivité, et ça nous permet donc de diminuer la concentration en ion chlorure. Donc, la lixiviation électrochimique, dans ce mélange, elle peut se faire. On a donc une lixiviation électrochimique du platine sous forme d'hexachloroplatinate, donc de platine 4. On a la déposition du platine qui, elle, se fait en 2 étapes. Une réduction d'abord en platine 2, puis une déposition en platine métallique. Vous voyez que la déposition ici, elle se fait à la limite du domaine d'électroactivité du solvant. Et on a étudié donc différentes compositions d'électrolytes et on est arrivé à un optimum donc d'une fraction molaire de 0,15 donc pour les chlorures qui nous permettait de toujours réaliser l'électrodépôt de platine. Alors, la conséquence de ne pas utiliser de chlorure en quantité importante, c'est qu'on a, si on veut avoir un bon rendement faradique, c'est-à-dire une absence de dégradation du solvant, eh bien, en fait, on a une vitesse de lixiviation qui est relativement faible, de quelques milligrammes par heure et par centimètre carré. Alors, cette lixiviation faible, eh bien, ça peut poser un problème, donc j'y reviendrai par la suite. Donc ça a été une optimisation qui a été faite sur des plaques de platine massif. On a ensuite étudié donc, le mélange optimisé sur les électrodes qui contiennent les nanoparticules de platine. En les plaçant donc en anode, on obtient, en contrôlant le potentiel de la cathode, un dépôt de platine à la cathode et on a lixivié l'ensemble des nanoparticules de platine qui se trouvaient à l'anode. Donc maintenant, je vais revenir sur cette problématique de vitesse de lixiviation. Donc cette vitesse de lixiviation qui est limitée par la concentration en ligand et par la viscosité du liquide ionique, qui ne permet pas un bon transport du ligand en fait, vers la surface de l'anode. Eh bien, ça va être gênant quand on va travailler avec des métaux en quantité un petit peu plus importante. Alors là, on est sur une électrode de pile à combustible avec une concentration faible, une faible teneur en platine. Donc, à la limite, on pourrait se dire pourquoi pas. Par contre, si on veut commencer à travailler avec des concentrés de métaux, c'est-à-dire changer de type de déchets, par exemple des scraps, des boues anodiques, par exemple de traitement voilà, de recyclage du cuivre, on peut imaginer ça, pas sur du platine, mais d'autres types de métaux précieux, des résidus de production, eh bien, dans ces cas-là, il va falloir accélérer un petit peu le procédé et donc cette vitesse de dissolution commence à devenir un problème. Alors, on s'est dit, on peut essayer d'augmenter la concentration en chlorure. Donc, si on ne travaille pas sur le platine, peut-être que pour les autres métaux, on n'aurait pas de problème pour la déposition. Le problème, surtout, c'est que si on augmente la concentration en chlorure ou en ligand de manière générale dans ces liquides ioniques, eh bien, il y a une forte augmentation de la viscosité, ce qui ne va pas nous aider du tout au niveau du transport de matière, donc on n'y gagne pas grand-chose. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir, à s'orienter vers d'autres types de solvants, donc les solvants dits eutectiques profonds, qui ne sont pas vraiment à eutectique profond, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on a commencé à travailler lors de la thèse de Benoît Villemejane, toujours en collaboration avec le LITEN, sur l'éthaline, qui est un mélange de chlorure de choline et d'éthylène glycol. Donc l'eutectique est censé être à 1 pour 2. On verra qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, on a commencé à travailler avec ce solvant pour l'électrométallurgie d'autres métaux précieux, l'or, le palladium et l'argent. Donc, on voit effectivement, si on compare au mélange de liquide ionique qu'on utilisait tout à l'heure, on voit qu'en termes de concentration en chlorure, on a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Donc là, on n'a plus le problème d'approvisionnement en ligand, tout en gardant une viscosité qui est proche de ce qu'on avait dans le procédé précédent. Alors, j'ai mis ici les teneurs en eau auxquelles ont été déterminées les valeurs de viscosité, parce qu'on verra que ça a son importance un peu plus tard.
En effet, la teneur en eau, elle a son importance, surtout parce que, en fait, cette étaline, contrairement au mélange de liquide ionique, elle est extrêmement hygroscopique. Après 24 heures d'exposition à l'atmosphère, on obtient des teneurs en eau massiques qui sont supérieures à 10%, ce qui représente en fait une fraction molaire très élevée en eau. L'eau est alors un cosolvant, donc là, on n'est plus du tout en milieu non aqueux. On a moitié eau, moitié étaline en réalité. Donc, ces solvants étectiques, donc l'étaline, elle peut être intéressante parce qu'elle est moins chère, elle est moins visqueuse, on va dire, pour une concentration plus élevée, en tout cas. Elle peut être un peu moins visqueuse. La synthèse est relativement simple. Voilà, on a simplement à faire un mélange des deux composés. Par contre, c'est extrêmement hygroscopique et donc ça, il va falloir en tenir compte parce qu'on a eu quelques déboires quand on a commencé à travailler avec. Donc, la première chose, c'est, nous, on s'est dit, on veut travailler en milieu non aqueux, donc typiquement, on va sécher le plus possible. Et là, on s'est rendu compte, en fait, qu'en travaillant avec ce mélange sec, on n'avait absolument pas quelque chose de liquide à température ambiante. En fait, on avait une phase solide et un liquide à température ambiante, alors qu'en toute logique, au vu des températures de fusion des deux composés, on aurait dû avoir quelque chose de liquide. Et en réalité, quand on examine la littérature un peu plus récente, on voit que le tectique, il est donné pour des fractions molaires extrêmement variables en chlorure de choline. Ça s'explique très bien dans la revue d'Agienko, donc qui date de 2022, où Agienko a répertorié des diagrammes binaires de ce composé, donc l'association chlorure de choline éthylène glycol, en fonction de la teneur en eau, donc des choses de la littérature et puis leurs propres travaux. On voit que pour 300 ppm d'eau, on a en fait un eutectique aux alentours de 0,17, donc c'est pas du tout 1 pour 2. Si on passe à 600 ppm d'eau, là, on est proche du ratio 1 pour 2. Et donc, on voit effectivement que la température de fusion, en fait, du mélange, est extrêmement dépendante de la teneur en eau. Donc, on a déjà une première propriété qui va fortement dépendre de cette teneur en eau. Et c'est d'autant plus important que, en fait, Benoît Villemojane, il a montré, si on compare les liquides ioniques, donc les ronds bleus ici, le mélange de liquides ioniques qu'on utilisait précédemment, lorsqu'il est exposé à l'atmosphère ambiante, au bout de 24 heures, on atteint un palier d'ailleurs au bout de quelques dizaines de minutes, c'est assez rapide, et puis en fait, au bout de 24 heures, il n'est pas très chargé en eau. Alors que si on le compare à l'éthaline, on voit que là, on n'est absolument pas à saturation et on a des quantités d'eau extrêmement importantes. Donc ça, c'est un peu embêtant parce que, comme vous l'avez vu, donc ça modifie la température de fusion, mais également des propriétés telles que la viscosité du solvant. On voit que la viscosité de l'éthaline diminue avec la teneur en eau, et donc sa conductivité augmente, ce qui est assez logique. Et on a également, je ne l'ai pas montré ici, mais des changements de densité. Donc ça, pour un procédé, c'est un petit peu embêtant parce qu'on a donc des propriétés qui sont difficiles à maîtriser, qui sont assez mal connues, des propriétés difficiles à maîtriser ou à modéliser. Et donc, il faut absolument contrôler la teneur en eau de ce type d'électrolyte lorsqu'on travaille donc avec de l'éthaline qui est très hygroscopique. Alors, lors de la thèse de Calogera Bertoloni, on a quand même continué à travailler avec ce type d'électrolyte parce qu'il faut dire que pour faire de l'électrométallurgie des métaux précieux, ça marche particulièrement bien. Sauf qu'on a fait une petite modification parce qu'en fait, l'objectif d'utiliser des DES, c'est d'avoir quelque chose qui est vert. Or, l'éthylène glycol, c'est pas vert du tout. Et on s'est dit qu'on allait remplacer ça par du propylène glycol, qui est un réactif qui est utilisé en cosmétique ou encore en pharmacologie. Et ce propylène glycol, on l'a associé donc au chlorure de choline. On a changé simplement un petit peu les proportions de manière à avoir des propriétés intéressantes. Donc là, vous voyez, on n'est plus du tout dans le tectique. À avoir des propriétés intéressantes pour faire de l'électrométallurgie. Quelque chose qui soit liquide à 40 degrés, quelle que soit la teneur en eau. C'est-à-dire même si on a une petite variation de l'ordre de 0,5 à 1%, eh bien, on n'aura pas de problématique de prise en masse de l'électrolyte. En termes de propriété, c'est un petit peu moins favorable que le mélange précédent, puisqu'on a un petit peu moins de chlorure. Par contre, on a quand même une viscosité qui est à peu près similaire. On est un petit peu moins conducteur, mais on a quand même quelque chose qui nous permet de faire de l'électrochimie. Et puis donc, alors, suite aux travaux de Calogera, qui a fait énormément de travail très fondamental sur les propriétés physico-chimiques, notamment des systèmes donc du système de la propyline et des systèmes électrochimiques, eh bien, on a actuellement Benjamin Rotonelli qui est en post-doctorat, qui poursuit ses travaux de manière un petit peu plus applicative pour essayer de faire de l'électrométallurgie de métaux précieux dans ce mélange propyline 1,3. Qu'il a étudié notamment l'électrolixiviation et l'électrodéposition de l'or, du palladium et de l'argent, donc un système très simple, un système modèle. On voit que le rendement de dissolution, il est quantitatif, de même que le rendement de dépôt. Donc les dépôts ont été faits sur carbone.
Et donc, l'idée maintenant, c'est d'essayer de voir ce qu'on peut faire avec ces résultats qui sont intéressants et donc quel type d'application on peut viser. Donc, l'idée, ça serait de viser des concentrés de métaux précieux à purifier, notamment, des concentrés de métaux précieux qui, actuellement, sont traités par hydrométallurgie classique avec des milieux qui ne sont pas forcément très sympathiques, notamment de l'eau Régale pour de la lixiviation ou encore des milieux cyanure ou du dichlore. Donc l'idée, c'est de trouver un procédé un petit peu plus vert pour traiter ces mélanges de métaux précieux. Donc ça peut être des bouts de traitement de cartes électroniques, donc à l'issue notamment de l'étape d'électrolyse du cuivre, des bouts d'électropolissage de métaux précieux, des résidus de bain de traitement de surface, encore d'autres choses. Donc typiquement, hein, vous voyez ici des bouts anodiques issus du raffinage du cuivre, c'est très riche en argent hein, quand on fait du traitement de cartes électroniques. Donc il y a aussi une quantité d'or qui est très importante et au vu du cours de l'or actuellement, c'est une application donc, qui est particulièrement intéressante. Donc, on a commencé à étudier avec Benjamin donc, les différents systèmes électrochimiques des métaux susceptibles de se retrouver dans ces bouts anodiques, donc issus du traitement notamment des D3E. On voit qu'on a donc les systèmes électrochimiques dans leur ensemble sont compris dans le domaine d'électroactivité du solvant. Ce qu'on peut voir et ce qui est intéressant donc, dans ces études fondamentales préliminaires, c'est de voir qu'on peut, en théorie, électrolixivier l'étain, le cuivre et l'argent avant le palladium et l'or, et on peut électrodéposer l'or et le palladium avant les autres métaux. Donc on a une sélectivité qui est tout à fait possible sur le papier. Et on a commencé donc à travailler sur des métaux massifs avec des plaques d'or et d'argent, donc des alliages synthétiques, en collaboration avec le LRGP. Donc une séparation de l'or et de l'argent. On obtient sur carbone vitreux dans certaines conditions, donc majoritairement de l'or, un petit peu d'argent résiduel, mais qui est principalement dû à une problématique de rinçage, donc une précipitation d'AgCl lors de l'étape de rinçage de la sortie du dépôt. On a fait ces dépôts sur carbone vitreux, mais également sur papier carbone, hein, dans un souci d'avoir peut-être un substrat un petit peu plus résistant, peut-être plus compatible à une application industrielle. Et puis, on a également travaillé sur la séparation or palladium. Donc, on voit qu'on arrive à faire un dépôt sélectif d'or en partant d'un mélange d'or et de palladium dans la solution. Et puis, on travaille en parallèle de ces travaux donc, très amont, très fondamentaux, sur la conception d'un réacteur qui permette d'utiliser ce type de solvant. Donc, en vue d'un procédé, parce qu'effectivement, pour l'instant, on a une agitation qui est non homogène, un électrolyte qui est hygroscopique, un transport de matière qui est lent. C'est pas du tout adapté. Donc, on essaye de travailler à l'amélioration du design du réacteur, notamment pour la partie transport de matière, puisqu'on a un procédé qui est lent actuellement. On n'a absolument pas progressé hein, par rapport au liquide ionique. Si vous vous souvenez un petit peu des valeurs que je vous ai données tout à l'heure, on est à 25 grammes par heure et par mètre carré sur ce type de cellules simples. Donc Benjamin a développé un réacteur électrochimique à flux avec un réservoir d'électrolyte, une pompe et un système de purge. Donc à l'intérieur de ce réacteur électrochimique, on va trouver une anode et une cathode parallèles qui sont donc espacées vraiment très peu de manière à réduire les phénomènes de chute ohmique. On a donc l'électrolyte qui circule du bas vers le haut de la cellule et on s'est mis sous air sec, ce qui permet de maintenir une teneur en eau qui est tout à fait faible, de l'ordre de entre 0,5 et 1%, et qui est tout à fait adaptée à l'électrométallurgie des métaux précieux. Et on va éviter toutes les problématiques qui sont liées à la présence d'une forte teneur en eau lors de l'électrométallurgie de ces éléments. Donc, on a essayé d'évaluer un petit peu les performances de ce réacteur sur le système modèle de l'argent, hein, pour des raisons économiques, hein, puisque l'or et le palladium ont un coût un petit peu plus élevé. Donc, on voit qu'on arrive à électrolixivier de l'argent métallique à une vitesse de 400 grammes par heure et par mètre carré. Donc, on a une belle progression. L'électrodépôt, là, elle est limitée, la vitesse d'électrodépôt est limitée par la concentration en AgCl, hein, qu'on peut tout à fait augmenter sans problème. Donc, si on se compare maintenant à des procédés industriels, on n'est pas tout à fait quand même aux vitesses qui sont atteintes pour le recyclage de l'argent, mais on voit qu'on est quand même, on se rapproche de l'ordre de grandeur.
Et puis enfin, je finirai, parce que je vois que l'heure tourne, sur la stabilité thermique et électrochimique de CEDES. Donc, c'est un travail qui a été fait au LITEN, mené par un postdoctorant, Ángel Fernández Blanco, qui a travaillé encore sur le système modèle de l'argent. Donc, il a utilisé 2 électrodes d'argent, alternativement comme anode et comme cathode, avec une densité de courant de 20 ampères par mètre carré pendant 20 jours. Ce qu'il a pu montrer, c'est qu'on avait toujours un rendement faradique quantitatif, puisque les 2 électrodes avaient toujours la même masse à la fin. Et surtout, il a pu montrer qu'il n'y avait pas de dégradation notable de l'électrolyte après 20 jours d'utilisation. Il a également étudié la dégradation thermique après un stockage d'électrolyte à 50 degrés pendant 7 mois, mis à part un peu d'évaporation du propylène glycol, il n'y avait pas d'évolution de la composition de l'électrolyte. En revanche, il a tenté de faire une dégradation électrochimique du solvant. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant dans la mesure où on pourrait très bien avoir un procédé voilà, qui s'emballe ou un problème lors du procédé, donc une électrolyse tout à fait non désirée du solvant. Donc il a étudié l'électrolyse de la propyline en l'absence de tout métal et on voit effectivement qu'il y a des trucs pas sympathiques du tout qui se forment, notamment ici des produits organochlorés qui sont hautement toxiques et donc on voit bien que il faut absolument éviter la dégradation électrolytique du solvant et maîtriser donc les conditions d'électrolyse. Donc maintenant, si on veut voir la longue route qui nous reste à faire pour aller de la recherche très fondamentale au procédé, bien sûr des problématiques de changement d'échelle, avec notamment gérer la variabilité des propriétés physico-chimiques au cours du process, éviter qu'elles soient trop importantes, avec un contrôle de température, de teneur en eau, et notamment des problématiques d'hydrodynamique liées à l'utilisation de solvants visqueux. Et alors ça, c'est valable que ce soit des liquides ioniques ou des solvants eutectiques profonds. Le traitement des effluents, quel que soit le procédé, on a toujours le même problème. Donc là, je pense plutôt au traitement des effluents issus des opérations de rinçage, des purges et des soutirages. Et enfin, la principale problématique, l'étape clé, je dirais maintenant, qui fait que pour l'instant, on n'est pas encore au niveau du procédé industriel, qui est le recyclage et la purification des électrolytes et notamment leur durée de vie. Donc, on a commencé à travailler sur la stabilité thermique, chimique et électrochimique, étudier la toxicité des produits de dégradation, la robustesse du procédé sur un électrolyte dégradé. Ça, c'est aussi intéressant et il va falloir s'en occuper. La purification, bien évidemment, de l'électrolyte, est-ce qu'elle est possible ou non? Les impuretés métalliques, puisque quand on fait de l'électrométallurgie, on va être au final chargé en métaux, surtout si on fait du recyclage, on va avoir des métaux totalement indésirables qui vont se retrouver dans le milieu. Est-ce qu'on peut purifier cet électrolyte? Et enfin, quid de la performance du procédé en cas d'évolution de la composition de l'électrolyte en espèce cible ou en ligand? Quid des pertes d'électrolytes par des phénomènes d'évaporation, la manipulation des électrodes et les étapes de rinçage. Donc vraiment, cette brique durée de vie et recyclage, purification de l'électrolyte, elle est indispensable pour pouvoir passer au procédé sur ce type d'électrolyte. C'est impératif en termes de coût et d'impact environnemental parce qu'on n'est pas du tout compétitif sur des procédés hydrométallurgiques classiques pour l'instant. Donc, si je reviens maintenant, et ça sera ma dernière diapositive, sur la comparaison entre les solvants eutectiques profonds et les liquides ioniques, j'ai envie de dire pour certaines choses, en fait, on est sur le même type de problème. On a des viscosités élevées dans les deux cas. On est un petit peu plus favorable pour les solvants eutectiques profonds en termes de coût, en termes de toxicité et de biodégradabilité. Effectivement, c'est souvent ce qui est pointé pour l'utilisation des liquides ioniques. Je pense qu'il faut quand même un petit peu modérer le propos parce que, à mon sens, le recyclage d'un liquide ionique, ça pourrait être peut-être plus facile que le recyclage d'un DES, dans la mesure où ils ont une faible tension de vapeur. Donc déjà, tout ce qui est impureté organique, on peut imaginer une purification beaucoup plus simple que pour un DES. Par ailleurs, si on utilise des liquides ioniques hydrophobes, on peut imaginer donc de la désextraction des métaux par une phase aqueuse, ce qui n'est pas le cas des liquides ioniques, des DES qu'on va utiliser en électrométallurgie, notamment l'éthaline ou la propyline. Alors, par contre, avantage du DES, une préparation simple et une solubilité un petit peu plus élevée en général des composés métalliques. Et les avantages des liquides ioniques, je dirais des propriétés physico-chimiques et une structure à l'échelle moléculaire qui sont bien mieux maîtrisées et plus facilement modélisables en général. Les aspects d'hydrophilie, d'hygroscopie, etc., de stabilité thermique, électrochimique, c'est des choses qui sont gérables, pour lesquelles il n'y a pas de verrou majeur, même si c'est effectivement d'une importance capitale.
Et donc, il me reste juste à remercier l'ensemble des personnes qui ont travaillé sur ce projet. Effectivement, il reste un long, long chemin à parcourir, mais il ne faut pas désespérer. Donc, pour petite anecdote, je vous ai mis ici le premier schéma, la première idée d'un dispositif expérimental pour préparer l'aluminium par électrolyse. Donc, un croquis de Paul Héroux qui a été tracé juste 3 ans avant le dépôt du brevet et seulement 7 ans avant l'industrialisation du procédé. Donc, finalement, il ne faut pas désespérer. Voilà, et il me reste enfin à vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup, Sophie, pour cette présentation très didactique. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions qui sont apparues dans le chat. C'était tellement, tellement bien expliqué que... Alors, donc là, je regarde un peu où on en est. On a 53 connectés. Emmanuel, une question pour lancer le débat? Moi, je vais pas poser des questions parce que je suis quand même assez proche. Donc, les gens sont timides. Je vais peut-être, Jean-Christophe Gabriel, c'est peut-être pas la peine de le taper. Vous m'entendez? Oui, bah, Oui. vas-y, Jean-Christophe, si tu es tout seul, effectivement, tu peux poser la question oralement. Puisque voilà. Je sais pas si c'est une question, une remarque, un commentaire. Euh, dans ce que vous avez fait dans les mélanges là, argent, cuivre, avec les différents métaux, est-ce que la séparation, vous avez un bon rendement faradique, euh, mais en rendement d'extraction. euh, je me demandais si, quand on arrive à des faibles concentrations dans certains métaux, est-ce qu'on commence pas à justement les électrodéposer avec d'autres métaux qui sont présents peut-être de façon un peu plus concentrée? Enfin, comment vous gérez un peu ces aspects de faible concentration quand on arrive en fin de déposition? Je ne sais Oui, pas tout si je à suis fait. très Ça, clair, c'est hein, un excusez-moi. problème majeur. Donc là, on a commencé à s'intéresser à des mélanges qui sont pour l'instant pas tout à fait représentatifs, hein, de ce qu'on va pouvoir trouver, puisque j'ai montré là les Bois-Naudiques, il y a 90% d'argent et plutôt 5% d'or. Donc nous, on est sur du 70-30. Donc sur du 70-30, a priori, effectivement, on n'a pas de problème de sélectivité. Mais effectivement, il va falloir probablement adapter les conditions électrochimiques pour pouvoir gérer des teneurs un petit peu plus différentes. Et probablement qu'il va falloir avoir derrière une étape d'électro-raffinage par la suite. Alors, les D'accord. questions arrivent sur le chat. La première dans l'ordre, donc de Clément Lascar, qui nous dit qu'il n'a pas bien compris pourquoi la recyclabilité est favorisée par une pression de vapeur faible dans le cas des liquides ioniques. Bah, en fait, le problème en tout cas des solvants eutectiques profonds que nous, on va utiliser, si on veut, par exemple, imaginons recycler le solvant par distillation, on va voir, en fait, on va perdre le glycol. Hein, donc bon, après, on peut réajuster, hein. Mais si on utilise des liquides ioniques, on va pouvoir en fait éliminer par distillation certains produits organiques qu'on va pouvoir extraire donc, de ce milieu liquide ionique. Donc le fait qu'ils aient finalement, ils sont pas distillables en théorie. Alors, question suivante, une question de Lenka. Quelle serait la position des DES que tu as évoqués, les hydrophobes, par rapport aux LI et aux DES classiques? Bah, les hydrophobes, ils sont particulièrement intéressants. Ils sont surtout utilisés pour les, on va dire, les applications en extraction liquide-liquide. Et si on regarde, alors il n'y a pas beaucoup de revues encore sur les liquides ioniques hydrophobes, mais il y en a une qui date de 2022 ou 2023 de mémoire, qui répertorie les propriétés physico-chimiques. Et très souvent, en fait, dans les liquides ioniques hydrophobes, on a des choses qui sont pas forcément conductrices, puisque des choses qui ne sont pas ioniques. Et on va avoir aussi, alors il y en a qui sont ioniques, mais on a souvent une viscosité qui est très élevée.
en fait, par rapport à ceux que j'utilise là. En fait, ce qu'on a choisi et qui sont très utilisés en électrométallurgie, donc l'étaline et puis maintenant, nous, la propyline, ils ont quand même une viscosité qui est relativement faible pour un DES. Et donc, souvent, les hydrophobes, ils sont assez visqueux, notamment parce qu'on a des composés qui vont avoir des chaînes alkyles relativement longues et donc des composés qui sont très, très structurés. Une autre question, je pense que vu l'heure, ça sera l'avant-dernière. Donc de Bastien d'Autriche, est-ce que la stabilité thermique de l'électrolyte pourrait être utilisée pour fonctionner à plus haute température et faire baisser de cette manière la viscosité? Alors effectivement, j'en ai pas parlé, mais la viscosité, que ce soit les liquides ioniques ou les solvants eutectiques, bien la viscosité, elle diminue très très rapidement avec la température. C'est là-dessus qu'on a joué d'ailleurs pour avoir des viscosités acceptables. Le problème, c'est que en termes de stabilité thermique, alors pour les liquides ioniques, effectivement, c'est un atout. Alors attention, les stabilités thermiques qui sont annoncées dans la littérature, très souvent, elles sont pas déterminées de manière isotherme. Donc, on va avoir des stabilités thermiques annoncées de l'ordre de 300 à 400 degrés. En réalité, on est plus proche du 150 à 200 degrés. Mais effectivement, c'est un moyen de diminuer drastiquement la viscosité. Par contre, les solvants eutectiques profonds, bah, nous, ceux qu'on utilise typiquement déjà à 80 degrés, on a une évaporation un petit peu du propylène-glycol. En plus, là, les données qu'on a montrées pour les 3% d'évaporation, c'était du stockage sans flux d'air. Il faut savoir que là, dans l'électrolyse, on a un flux d'air sec qui est nécessaire pour limiter la teneur en eau et donc on a une évaporation qui est beaucoup plus rapide. Et ensuite, on a une décomposition thermique. En général, on a une stabilité thermique un petit peu plus faible, en tout cas pour les DES qu'on utilise. Donc on est quand même limité à, je dirais, à peu près 100, 110 degrés, quoi, grand maximum sur les DES qu'on utilise. Et enfin, une dernière question donc d'Alexandra Noiro qui tout d'abord te remercie pour ta présentation très claire et très intéressante et qui te demande une question sur la sélectivité. Est-ce que tu as testé l'incidence de la présence d'autres métaux présents dans les D3E comme le cuivre, l'étain ou le nickel? Alors oui, j'ai pas tout présenté là, mais Benjamin a fait des essais de sélectivité hors cuivre. A priori, voilà, on n'a pas de problème majeur, en tout cas sur des teneurs. Encore une fois, on n'est pas de l'ordre du pouillem d'or pour 90% de cuivre. Après, la teneur en cuivre sur les bouts qu'on récupère issus du procédé, elle est relativement faible. Donc voilà, on a testé, nous, sur des proportions à peu près équivalentes hors cuivre, et on avait plutôt une bonne séparation.